Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver cette semaine pour évoquer l'un des monuments de la littérature russe. Alors non, pas Tolstoï, ni même Dostoïevski, mais bien Tchekhov. Tchekhov, lui dont la prose est finalement une merveilleuse alliance entre la sobriété et le cynisme, et qui, c'est le sujet d'aujourd'hui, a également décidé, sur ce qui paraît être un total coup de tête, de partir pour l'île de Sakhaline, visiter le bagne et les colonies de Forçat durant 3 mois, à la fin du 19e siècle. Il faut quand même replacer le contexte géographique de cet immense pays qu'est la Russie pour comprendre la dimension un peu folle de son entreprise. Il partira de Saint-Pétersbourg, à la frontière ouest de la Russie, et mettra plusieurs mois pour traverser le pays entier, en train, en voiture et en bateau bien sûr, pour parvenir à cette île de Sakhaline, installée dans les confins de l'est de la Russie. Dites-vous que pour vous donner une idée, j'ai bêtement regardé combien de kilomètres et de temps l'on mettrait aujourd'hui pour s'y rendre. Et Google Maps s'est avéré bien incapable d'y répondre. Mais voici ce que je trouve lorsque je tâche d'envisager un itinéraire depuis Saint-Pétersbourg jusqu'à Dekastri, la ville côtière la plus proche que j'ai pu trouver à proximité de cette fameuse île. Le total fait plus de 9500 km et comptabiliserait environ 126 heures de voiture pour s'y rendre. Pour comparaison, la distance entre Marseille et Paris est de 773 km. Et il faudrait donc, pour obtenir une distance quasiment équivalente à partir de notre petit référentiel auto-centré, partir de Paris et se décider à aller par voie terrestre jusqu'en Angola. Avec une voiture actuelle en roulant 24 heures sur 24, ce qui est déjà exclu pour des raisons évidentes de sécurité, n'est-ce pas? Il faudrait une semaine pour effectuer le voyage de Saint-Pétersbourg à Dekastri donc. Autant vous dire qu'au 19e siècle, vous imaginez la complexité de la chose. Bref, je pense avoir suffisamment appuyé sur la dimension proprement extraordinaire de ce voyage, et c'est donc, de ce périple que je vais vous parler aujourd'hui. Mais avant de l'évoquer, je vous invite à vous abonner et à me laisser une note sur votre plateforme d'écoute si ce podcast vous plaît. Plongeons-nous, comme toujours, d'abord dans un bref rappel biographique sur Tchekhov, avant de passer à l'anecdote en seconde partie d'épisode. Anton Pavlovitch Tchekhov, né en 1860 à Taganrog, petite ville portuaire du sud de la Russie, au bord de la mer d'Azov. Il grandit dans une famille nombreuse, marquée par la précarité et une discipline vraiment rigide. Son père, qui est un ancien serf, et donc ça me permet de vous rappeler que le servage n'a été aboli en Russie qu'en 1861, est entre-temps devenu commerçant. C'est un homme pieux, autoritaire et dont la religiosité se double souvent, hélas, de brutalité. Très tôt, les enfants sont mis à contribution dans le foyer, ils travaillent dans l'épicerie familiale, ils chantent à l'église, ils vivent dans une atmosphère où le devoir prime sur tout le reste. Cette enfance, Tchekhov ne cessera d'y revenir. Alors, pas forcément pour s'en plaindre, mais pour en comprendre les mécanismes. Et il en tirera cette conscience aiguë des déterminismes sociaux, cette capacité à voir comment les existences se construisent à partir du primat familial, ou parfois se brisent dans les contraintes les plus ordinaires. Et pourtant, au milieu de cette rigueur, une échappée existe. Le théâtre. Avec ses frères, il monte de petites scènes, il imite, il parodie. Déjà, il affûte ce regard ironique, et déjà, il se complaît dans l'observation des comportements humains. Lorsque son père fait faillite en 1876 et fuit à Moscou pour échapper à la prison, Anton n'a que 16 ans. Sauf que, finalement, toute la famille, sauf Tchekhov, fuit avec le père à Moscou, tandis que lui reste seul à Taganrog pour terminer ses études. Cette période s'avérera fondatrice. Livré à lui-même, il apprend à survivre, il donne des cours particuliers, il vend les biens familiaux, envoie de l'argent à sa famille restée dans la misère à Moscou. En parallèle, vu qu'il a maintenant du temps, il lit énormément, à la bibliothèque publique notamment, et il commence à écrire. Des années plus tard, il décrira cette transformation intérieure avec une lucidité assez saisissante, c'est-à-dire celle d'un jeune homme qui lentement extrait de lui, goutte à goutte, l'esclave. Je cite. Cette phrase est d'ailleurs essentielle pour comprendre Tchekhov et finalement toute son œuvre qui sera traversée par cette idée. Comment devient-on libre intérieurement lorsque tout semble nous condamner, et donc on revient aux fameux déterminismes sociaux, à ne pas l'être. En 1879, il rejoint sa famille à Moscou et s'inscrit en médecine à l'université. La vie y est difficile, la famille s'entasse dans de petits logements, les moyens manquent, et Tchekhov doit rapidement subvenir aux besoins des siens. Il se met alors à écrire de manière intensive pour la presse humoristique.
Ses premiers textes sont courts, satiriques et souvent publiés sous pseudonyme. Ils répondent à des contraintes strictes, avec un nombre de lignes limité, la censure omniprésente, etc., mais qui lui permettent de gagner un peu d'argent. Cependant, derrière l'humour, se dessine quelque chose d'autre déjà. Une attention très fine aux détails du quotidien, aux ridicules sociaux et aux petites humiliations qui façonnent les individus. Tchekhov écrit dans des conditions chaotiques, entouré du bruit de la vie de famille, des conversations et des obligations médicales, mais il écrit sans relâche. Diplômé en 1884, Tchekhov commence à exercer comme médecin. Il soigne souvent gratuitement, autant par nécessité que par conviction. Cette pratique nourrit profondément son œuvre, puisqu'il voit la misère, la maladie, les inégalités sociales, non pas de loin, mais au plus près. Il dira d'ailleurs un jour « La médecine est mon épouse légitime et la littérature ma maîtresse ». Mais peu à peu, la maîtresse prend le dessus et vient au premier plan. Ses textes évoluent. L'humour cède la place à des récits plus graves, plus nuancés. Il ne cherche plus seulement à faire rire, mais à comprendre et à montrer. C'est aussi à cette époque qu'il abandonne ses pseudonymes et qu'il commence à publier sous son vrai nom. À la fin des années 1880, alors que sa notoriété grandit, Tchekhov prend une décision étonnante. Il entreprend ce fameux voyage jusqu'à l'île de Sakhaline, dont je vous reparlerai après. De retour dans sa Russie natale, Tchekhov s'installera à Melikovo, une propriété qu'il achète pour sa famille, et il va y mener une vie intense. Il écrit, bien sûr, mais il soigne aussi les paysans, il lutte contre les épidémies, il participe à des actions sociales et il fait construire des écoles. Cette période est l'une des plus fécondes de sa carrière. Il y développe une écriture plus lente, plus profonde, où les événements comptent moins que les états d'âme. C'est dans ces années-là qu'il compose certaines de ses œuvres majeures, que vous connaissez peut-être, notamment La Mouette et les prémices de ce qui deviendra Oncle Vania. Ces personnages sont souvent immobiles, prisonniers de leurs rêves inaccomplis, incapables d'agir, et pourtant, ils continuent d'espérer. Malheureusement, à côté de ça, Tchekhov est atteint de la tuberculose, et du coup il est contraint de s'éloigner de Moscou et de s'installer en Crimée, à Yalta. Il y mène une vie plus isolée, qui lui pèse, lui qui aime les échanges intellectuels et la vie culturelle. C'est pourtant dans cet isolement qu'il écrit certaines de ses œuvres les plus célèbres, comme Les Trois Sœurs, La Ceriseraie, mais aussi des nouvelles comme La Dame au petit chien. En 1901, il épouse l'actrice Olga Knipper. Leur relation est marquée par la distance. Elle vit à Moscou, lui à Yalta. Ils s'écrivent beaucoup, et leurs lettres témoignent d'un amour profond, mais fragile, aussi contraint par sa maladie. En 1904, son état s'aggrave, il part en Allemagne pour tenter un dernier traitement. Et dans la nuit du 15 juillet, sentant la fin approcher, il demande un verre de champagne et il prononce simplement, en allemand, « Ich sterbe », c'est-à-dire « je meurs ». Puis, il s'éteint. Tchekhov laissera derrière lui une œuvre immense, faite de pièces de théâtre et de centaines de nouvelles. Mais il laisse aussi une certaine manière de regarder le monde, sans illusion, avec un peu de cynisme, mais aussi avec une infinie délicatesse dans la manière dont il appréhende ses personnages et dont chacun est construit. Il nous apprend que la vie ne se joue pas toujours dans les grands événements, mais dans ces moments presque invisibles où tout bascule. Un silence, un regard, une attente. Et peut-être que c'est pour cela que plus d'un siècle après sa mort, ces textes nous touchent encore autant, parce qu'ils parlent de nous, dans notre universalité, tout simplement. Comme vous avez pu le voir au long de cette biographie, Tchekhov est plutôt connu, en France du moins, pour ses pièces de théâtre qui sont régulièrement jouées. Mais, et comme je vous l'ai dit en introduction, il s'est aussi adonné à une entreprise assez insolite, voire carrément sociologique, lorsqu'il est allé visiter le bagne situé sur l'île de Sakhaline, à l'opposé de son monde. Alors les grincheux se diront peut-être « Oui, mais la sociologie, ça n'existait pas à cette époque, gna 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 ». Alors certes, j'utilise un terme volontairement anachronique. Peut-être que celui d'anthropologie, également anachronique, conviendrait également. Mais dans tous les cas, il se lance dans une aventure composite. Il part sur l'immense territoire russe, avec finalement aucune véritable motivation, si ce n'est comprendre un peu mieux les habitants de cette île et leurs conditions de vie quotidiennes. Dans sa correspondance, il invoque ce qui s'apparente à un devoir moral pour expliquer ce qui le motive ainsi à parcourir ces milliers de kilomètres pour une entreprise somme toute incertaine et qui n'a pas tant que ça vocation à garnir une œuvre littéraire ou à devenir le soubassement d'une étude médicale. Je cite. « Il s'avère que nous avons laissé pourrir dans les prisons des millions d'hommes.
que nous les y avons laissés pourrir en vain, sans raison, de façon barbare. Nous avons fait parcourir des dizaines de milliers de verstes dans le froid à des hommes enchaînés. Nous les avons rendus syphilitiques, nous les avons corrompus, nous avons augmenté le nombre de criminels et nous en avons jeté la faute sur les gardiens de prison au nez rouge. Aujourd'hui, toute l'Europe cultivée sait quels sont les responsables. Non les gardiens, mais chacun de nous. Voilà pour les motivations donc, un genre de flou artistique mais qui s'apparente aussi à un impératif catégorique moral façon Kant. Et du coup, dans la mesure où les motifs de sa visite sont finalement assez indistincts, les autorisations qu'il requiert à Moscou pour entreprendre son voyage le sont aussi. En 1890, il obtient une carte de correspondant de presse de la part d'un ami pour procéder à l'étude géographique de l'île. Il part le 21 avril 1890 pour rejoindre Sakhaline, ce qui s'avère être déjà une épopée à part entière. Pour y parvenir, il devra donc prendre le train, le bateau sur la Volga, le train à nouveau, ensuite un voyage en calèche, en voiture, comme on disait à l'époque. Cette dernière s'embourbe en raison des pluies incessantes, il doit parcourir à pied dans la boue de longues distances battues par le vent, passer des fleuves en crue, et tout cela pendant 2 mois, et en étant déjà atteint de la tuberculose. En chemin sur ces routes de Sibérie, il rencontre et y croise des déportés, des vagabonds, des criminels, des colons. Enfin, il embarque sur le fleuve Amour à bord de différents rafiaux de mauvaise facture, dont l'un d'eux s'échouera d'ailleurs. Mais le pire dans tout cela semble être qu'ils sont en fait trop tremblotants et en mauvais état pour lui permettre d'écrire correctement, tout autant que la solitude qui le fait souffrir. Il dira d'ailleurs de ses compagnons de voyage, citation que je trouve tout de même assez délicieuse, « Ils ne pourront comprendre ni Pouchkine, ni Gogol ». On a un petit tragique de l'âme russe là qui s'exprime. Bref, tant bien que mal, Tchekhov traverse la Manche de Tartarie et enfin, après tous ces mois, parvient à l'île de Sakhaline. Lui qui n'avait reçu aucune autorisation officielle de l'administration craint de ne pas pouvoir entrer ni être reçu sur place. Il y a après tout un monde où il a fait tout ce voyage pour rien. Mais soudain, il découvre sur place une toute autre ambiance, une sorte d'indolence qui ronge l'île en profondeur et qui s'appelle l'ennui. Cet ennui imprègne tant les habitants, forçats et hommes libres compris, qu'une douce indifférence prend le dessus, et qu'ainsi, finalement, Tchekhov constitue une diversion bienvenue pour tous. Il obtient l'autorisation de se rendre absolument partout. Il est accueilli en héros par l'administration et en seigneur par les forçats, autant que par les colons. Ce qu'il frappe d'emblée, c'est que, en dépit du fait qu'il s'agisse d'un bagne, eh bien, tout le monde circule plus ou moins librement. À quelques rares exceptions près, forçats et relégués circulent librement, sans escorte et les pieds sans entrave. Isolés ou en groupe, on en rencontre à chaque pas. Ils sont dans toutes les cours et toutes les maisons parce qu'ils sont cochers, gardiens, cuisiniers, cuisinières et nounous. Au début, et par manque d'habitude, cette promiscuité me gêne, me surprend. Je passe devant une bâtisse en construction, voici des forçats munis de haches, de scies et de marteaux. Et voilà, me dis-je, il va prendre son élan et m'asséner un grand coup sur le crâne. Ou bien, je vais voir quelqu'un et ne l'ayant pas trouvé chez lui, je m'assois et lui écris un mot sous l'œil vigilant de son serviteur bagnard, la main armée du couteau avec lequel il était en train de peler des pommes de terre à la cuisine. Ou quelquefois, très tôt, vers les 4 heures du matin, un bruit léger me réveille et que vois-je ? Un forçat qui s'approche de mon lit, sur la pointe des pieds et retenant son souffle. Qu'est-ce que c'est ? Que me veut-il ? Nettoyez vos bottes, votre haute noblesse. Spectacle auquel je ne tarde pas à m'accoutumer. Tout le monde s'y habitue, même les femmes et les enfants. Les dames envoient en toute quiétude leur progéniture se promener avec des bonnes condamnées au bagne à perpétuité. Soulagé par ce laissez-passer, Tchekhov peut alors improviser ce qui va s'avérer être une étude à mi-chemin donc entre l'étude anthropologique et le recensement. Il fait imprimer et réaliser tout de même environ 10 000 fiches et il part visiter plusieurs bagnes et colonies, également des prisons, pour rencontrer, interroger et catégoriser 3 000 habitants. Il procède avec méthode, surtout si l'on garde en tête qu'il est après tout seul pour réaliser toute cette tâche. Voici le passage dans lequel il nous explique sa méthode. Afin de faire, autant que possible, le tour de tous les points de peuplement et de voir de plus près comment vivent la majorité des bannis, j'ai recouru au seul moyen qui me paraissait possible dans ma situation. J'ai établi un recensement.
Dans chacune des colonies où je me suis rendue, j'ai pénétré dans chaque isba et relevé la liste des propriétaires, des membres de leur famille, de leurs locataires et de leurs ouvriers. Pour me faciliter la tâche et me faire gagner du temps, on m'a aimablement proposé des aides, mais comme le but essentiel de mon recensement consistait non à collationner des résultats, mais à recueillir les impressions que me fournirait l'opération elle-même, je n'ai recouru à l'aide extérieure que dans des cas exclusifs. Ce travail, effectué en 3 mois par une seule personne, ne mérite pas en fait le nom de recensement. Ces résultats ne sauraient se distinguer par leur exactitude, ni être considérés comme complets. Mais les données les plus complètes faisant totalement défaut dans la littérature et dans les bureaux de Sakhaline, peut-être mes chiffres seront-ils de quelque utilité. Et donc à partir de là, Tchekhov va pouvoir nous livrer un aperçu de la diversité des habitants de cette île, et parfois certaines caractéristiques un peu originales, voire, n'ayons pas peur des mots, loufoques, comme par exemple celle des prénoms. Pour ce qui est des noms, la seule chose dont je me souvienne, c'est que je ne crois pas avoir noté correctement un seul nom féminin tatar. Dans les familles tatares où les filles sont nombreuses et où le père et la mère comprennent à peine le russe, il est difficile d'arriver à quelque chose, et l'on est contraint de noter au petit bonheur. Dans les pièces officielles aussi, les noms tatars sont estropiés. Il arrive, de même, qu'un bon paysan orthodoxe de Russie, à qui l'on demande son nom, vous réponde sans rire « Karl ». C'est un vagabond qui, quelque part sur la grande route, a troqué son nom contre celui de quelque Allemand. Je me rappelle en avoir ainsi noté 2, Karl Lanter et Karl Karloff. Il y a un forçat qui répond au nom de Napoléon, une maraudeuse qui s'appelle à la fois Praskovia et Maria. Et beaucoup de noms curieux. Brancroche, Estomac, Sans-Dieu, Badaud. Le prénom le plus répandu chez les vagabonds est Ivan, le nom de famille l'oublieux. Voici quelques surnoms. Mustapha l'oublieux, Vassili sans patrie, Franz l'oublieux, Yvon l'oublieux de 20 ans, Yakov sans surnom, Yakov le vagabond de 35 ans, l'homme de classe inconnue, etc., etc. Sa rencontre avec les habitants relève un peu des contes des mille et une nuits, tout simplement parce que chaque histoire individuelle relève presque du fantastique. Ainsi, de Poignée d'Or, une détenue qu'il rencontre à la prison d'Alexandrovsk. Certaines cellules comptent 2 ou 3 prisonniers, d'autres un seul. Et elles recèlent pas mal de gens intéressants. Une recluse au secret attire particulièrement l'attention, la fameuse Sofia Blustein, dite Poignée d'Or, condamnée à 3 ans de travaux forcés pour s'être évadée de Sibérie. C'est une petite femme maigrelette aux cheveux déjà grisonnants, au visage fripé, les poignets enchaînés. Sur son bas-flanc, rien d'autre qu'une pauvre pelisse en mouton qui lui sert à la fois de vêtements d'hiver et de literie. Elle va et vient d'un angle à l'autre de sa cellule et semble sans cesse humer l'air, comme une souris prise au piège. Sa figure, d'ailleurs, a quelque chose d'une souris. On a peine à se figurer qu'il n'y a pas longtemps, elle était encore si belle qu'elle séduisait ses geôliers, comme à Smolensk, par exemple, où un surveillant l'aida à s'évader et la suivit dans sa fuite. Au début, elle a vécu à Sakhaline comme toutes les femmes qu'on y expédie, dans un logement à ville. Elle a tenté de s'enfuir travestie en soldat, mais a été arrêtée. Du temps qu'elle logeait chez l'habitant, plusieurs crimes ont été perpétrés. Un boutiquier, Nikitine, a été assassiné. Un juif exilé du nom de Yurkovski s'est vu dérober 56 000 roubles. Et dans toutes ces affaires, Poignée d'Or est soupçonnée et accusée soit de participation directe, soit de complicité. Les autorités chargées de les instruire les ont embrouillées et se sont elles-mêmes embrouillées d'un tel réseau d'inepties et de fautes qu'il est devenu impossible d'y rien comprendre. Quoi qu'il en soit, on n'a toujours pas retrouvé les 56 000 roubles et pour l'heure, ils alimentent les récits les plus extravagants. Tchekhov assiste également aux peines, notamment les châtiments corporels comme les coups de fouet qui sont infligés aux bagnats, comme ces 90 fouets qui ont été décidés sur Prokhorov. Au bout de 20 à 30 coups, Prokhorov gémit comme un homme ivre ou délirant. « Oh, je suis un pauvre homme, un homme désespéré, pourquoi est-ce qu'on me punit ?» Puis, le cou se tend d'une manière étrange, on entend des hauts le cœur. Prokhorov ne dit plus un mot, ne sait plus que geindre et râler. On dirait que depuis le début du supplice, une éternité entière s'est écoulée. Mais l'inspecteur n'en est qu'à 42, 43. Jusqu'à 90, il y a loin. Je sors. La rue est plongée dans le silence et les bruits déchirants qui montent de la salle des surveillants doivent s'étendre sur tout d'ouïe, à ce qu'il me semble. Un forçat en civil passe dans la rue, jette un rapide coup d'œil à la salle des surveillants et son visage, sa démarche même, exprime l'épouvante. Je rentre, je ressors, l'inspecteur compte toujours. Nous voici enfin à 90. On délie rapidement Prokhorov et on l'aide à se mettre debout. Son dos est couvert d'échymoses, le sang suinte. Ça, c'est pour l'assassinat.
On y reviendra encore pour la tentative de fuite, m'explique-t-on, tandis que nous rentrons. Ah, moi j'aime voir ça, dit l'infirmier militaire d'un ton joyeux, ravi d'avoir pu se repaître de ce répugnant spectacle. J'aime ça, ces vauriens, ces crapules, il faudrait tous les pendre. Les peines corporelles endurcissent et rendent féroces non seulement les détenus, mais ceux qui infligent les châtiments ou assistent à la séance. Évidemment, Tchekhov ne manque pas de dénoncer ces châtiments. Ainsi, il en dira. De toutes les peines auxquelles on recourt à Sakhaline, celle-ci, c'est-à-dire les coups de fouet, est la plus révoltante, et par la cruauté et par l'ambiance dans laquelle elle se déroule. Et les juristes de la Russie d'Europe qui condamnent les rôdeurs et les récidivistes y auraient renoncé depuis longtemps, si le supplice se déroulait sous leurs yeux. Il souligne ensuite « Moi, je l'ai vu ». Tchekhov conclut son étude et son récit de la visite de l'île de Sakhaline par 2 articles de loi ayant trait à la Sentier des relégués. Il quittera l'île de Sakhaline le 13 octobre 1890, après y avoir passé précisément 3 mois et 2 jours. À son retour l'attend une dernière épreuve, celle d'écrire son livre, celle de se replonger avec sa santé capricieuse dans ses 10 000 fiches. Il lui faudra 2 ans pour que les premiers extraits de son étude de l'île de Sakhaline paraissent dans une revue. Le livre définitif sort en 1895 et il déclare alors « Je suis heureux que dans ma garde-robe littéraire se trouve une rude blouse de forçat ». Il fera envoyer des milliers de livres à l'île de Sakhaline pour lutter contre l'analphabétisme et adressera un exemplaire de son livre à l'administration des prisons, notamment en vue d'une sensibilisation sur leurs conditions de vie et pour espérer abolir les châtiments corporels. Ce sera sans résultat. J'espère que cet épisode aux confins du monde aux côtés de Tchekhov vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au-dessous de la littérature et à laisser un avis. Cela permet au podcast de continuer à faire vivre ces voix littéraires qui, comme celle de Tchekhov, nous accompagnent longtemps. À très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.